Bonjour tout le monde. Donc nous allons commencer cette matinale de la recherche qui est dédiée à la prévention de la récidive suicidaire et à la présentation plus précisément du dispositif vigilance. La matinale est organisée par le DRAPS, qui est le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé en Occitanie, qui est porté par l'IREPS et financé par l'ARS. Donc, l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé Occitanie, a pour objet de soutenir les démarches en éducation et en promotion de la santé des acteurs du territoire. Le DRAPS, quant à lui, est une plateforme qui fait le lien entre le monde de la recherche, les acteurs de terrain et les décideurs politiques. Les matinales de la recherche sont des rencontres pour valoriser les projets de la recherche et de recherche-action en prévention et promotion de la santé afin de favoriser d'une part les échanges, renforcer les capacités des acteurs, valoriser des projets locaux et ou régionaux et enfin d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle. Donc là, cette matinale va vous être présentée par Sandrine Broussoulou, qui est chargée d'expertise à Santé publique France, par Barbara Vignon, qui est infirmière du dispositif vigilance au CHU de Toulouse, et par Maïté Doula-Oliver, qui est psychologue du dispositif vigilance au CHU de Montpellier. Donc, moi-même, Aurélia Bureau, et le soutien technique est réalisé par Guillaume Reis, que vous ne voyez pas, il me semble. Comment va se dérouler la séance? Donc, il y aura une première partie, en fait, qui est dédiée à la présentation du dispositif vigilance, avec le témoignage d'un vigilanceur de Toulouse. Et la seconde partie qui est dédiée aux réponses, aux questions écrites des participants. Alors, je vous invite à, quand vous posez une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Et quand vous posez vos questions, merci de mettre votre nom, le nom de la structure et de quel département vous venez ou dans quel département vous travaillez. Donc, avant de laisser la parole à Sandrine, voici quelques chiffres clés du suicide en Occitanie. Donc, il faut savoir qu'en 2015, au niveau de la région, il y a eu 14,1 suicides pour 100 000 habitants de la région. Il s'agit d'un chiffre qui a tendance à baisser puisqu'en 2000, donc il y a 15 ans auparavant, ce chiffre s'élevait à 16,1 suicides pour 100 000 habitants. Il faut savoir aussi qu'il existe de fortes disparités entre les départements de l'Occitanie, puisque en Haute-Garonne, ce taux s'élève à 8,5 suicides et dans le Lot, à 25,5 suicides. Dans le Gers, en fait, comme c'était à l'origine programmé dans le Gers, le Gers, en fait, est proche de la moyenne régionale, c'est-à-dire 15,5 suicides pour 100 000 habitants. Et concernant la récidive suicidaire, parmi les personnes ayant été hospitalisées pour tentative de suicide en 2017, 9,1 personnes ont réitéré leur geste dans les 6 mois après leur hospitalisation. Là encore, il existe des disparités entre les départements, puisque ce taux s'élève à 4,6% en Haute-Pyrénées et à 11,9% dans l'Hérault. Le Gers, quant à lui, se situe en dessous de la moyenne régionale avec un taux de récidive de 7,1%. Je laisse la parole à Sandrine Broussoulou. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne vous vois pas, c'est un petit peu frustrant, mais j'aurais préféré être en présentiel avec vous. Merci à l'IREPS de m'accueillir pour cette présentation qui va être à plusieurs voix, puisque donc ce matin, Barbara Vignon interviendra avec moi du CHU de Toulouse et Maïté Doula-Oliver est là également et prendra certainement la parole dans la deuxième partie de l'intervention pour les questions. Donc voilà, nous sommes 3 à intervenir ce matin en face de vous. Juste pour les organisateurs, en fait, je ne vois pas le PowerPoint, mais voilà, donc je continue. Donc juste en termes de présentation, je travaille donc à Santé publique France. Je suppose qu'actuellement, avec la crise du Covid, voilà, cet institut ne vous est pas étranger. Donc la Santé publique France c'est une agence de santé publique qui a été créée
en fait en 2015. Et qui est la fusion de plusieurs agences de santé. À la fois, donc il y avait l'INVS qui est l'ancien Institut national de veille sanitaire. C'est l'institut qui fait en fait qui compte les maladies, les décès, etc. Voilà. Du coup, en fait, je le vois, mais je le vois sur mon portable, je ne le vois pas sur l'ordinateur. Donc, c'est un tout petit, c'est un petit peu, mais bon, ça va aller. Voilà, donc on avait une partie NVS, une partie EPRUS qui est l'établissement qui fait la réponse aux urgences sanitaires et toute la gestion des stocks stratégiques d'État, donc les masques, vous voyez ce que je veux dire. Et puis l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, dont les missions étaient plus de mettre en œuvre la prévention, la promotion de la santé, avec une partie également évaluation des politiques de santé. Et c'est à ce titre en fait que je suis là. Donc moi, je suis une ex-INPES dans cette agence de santé. Et c'est parce que nous avons des missions d'évaluation des politiques de santé publique que nous avons été missionnés pour évaluer le dispositif vigilance, qui n'est donc pas du tout mis en œuvre ni créé par Santé publique France. Nous ne faisons que l'évaluation. Voilà, donc ce petit temps de présentation. Pour ce qui est voilà, du sommaire, donc dans un premier temps, je vais effectivement vous donner un petit peu le contexte général. Donc là, pas du tout au niveau de vos territoires, comme vient de le faire Aurélia, mais au niveau national. Et puis revenir un petit peu sur le contexte dans lequel a été créé, en termes de concept, de théorie, qui sous-tendent en fait le dispositif vigilance, qui vous sera ensuite présenté donc ce matin par Barbara Vignon. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter les deux évaluations, une qui est terminée et une qui est en cours actuellement. Donc ça, c'était pour la présentation de la matinée. Donc, pour les données, en fait, la question du suicide en France, sur le plan de santé publique, c'est une question importante puisque ça fait plusieurs années que la France est, entre guillemets, à un mauvais niveau. Nous n'avons pas du tout de bons chiffres en termes de décès par suicide ou de nombre de tentatives de suicide. Et même si effectivement, comme ça a pu être observé avec les chiffres qui vous ont été communiqués pour l'Occitanie, on observe depuis les années 2000 une baisse de ces chiffres. Il faut savoir qu'ils baissent aussi actuellement dans d'autres pays européens et qu'on ne reste pas très très bon quand même, sachant que les décès par suicide sont des décès évitables, c'est une mortalité évitable sur laquelle on peut agir. Donc voilà, il n'est pas normal qu'on en ait autant. Alors en termes de ce que ça peut représenter, hein, en termes de poids, en termes de santé publique, c'est un peu moins de 10 000, donc c'est vraiment moins de 10 000, c'est-à-dire que je ne vais pas vous mettre des chiffres exacts, mais on est à 9 000 et quelques décès par an, qui sont des décès enregistrés comme des décès enregistrés par suicide. Bon, sachant qu'il y a pour le suicide et pour les tentatives de suicide, on est quand même à peu près certain qu'il y a une sous-déclaration. Mais on reste à peu près à 9 000 décès, 10 000 décès par an par suicide. Et le suicide, donc quand on entend suicide, hein, c'est un suicide abouti, donc la personne est décédée. Dans ce cas-là, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Et effectivement, le décès par suicide va augmenter avec l'âge. Même si, évidemment, la part de décès par suicide chez les jeunes est importante, mais vous comprenez bien que les jeunes étant en bonne santé, en règle générale, enfin majoritairement en bonne santé, la cause suicide comme décès est importante pour eux, puisque par ailleurs, ils ne décèdent pas d'autres pathologies, comme peuvent le faire des populations plus âgées, qui peuvent être atteintes de cancer, de choses comme ça. Voilà. Et les disparités régionales sont très importantes. Voilà, selon qu'on regarde la carte de France, les données ne sont pas du tout les mêmes.
voilà. Donc, même si, effectivement, comme je vous le disais, depuis les années 2000, parce qu'il y a eu pas mal on va y revenir, de politiques mises en œuvre, cela reste quand même élevé comparativement à des pays comparables aux nôtres. Voilà, donc la diapositive suivante, très bien, merci. Donc, les tentatives de suicide, donc là, c'est des chiffres beaucoup plus importants, puisqu'on arrive à les quantifier comme on compte environ 90 000 hospitalisations pour tentatives de suicide et environ 200 000 passages aux urgences. Sachant, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie quand je vous parlerai d'évaluation, qu'on sait que ces chiffres sont largement sous-estimés. Parce qu'en fait, pour avoir ces chiffres, pour vous dire qu'il y a 200 000, par exemple, passages aux urgences pour tentatives de suicide, on peut comptabiliser ces chiffres-là à partir des codes que remplissent les professionnels de santé quand un patient passe aux urgences. Et il a été défini un certain nombre de codes qui sont des codes qui correspondent à une tentative de suicide. Par exemple, les intoxications médicamenteuses volontaires, les IMV, on les code comme des tentatives de suicide. Mais on s'est aperçu avec justement l'évaluation de vigilance que certains patients pouvaient être codés, par exemple, pour dépression sévère, et l'IMV, en fait, n'est pas codé. Voilà, donc on sait que les chiffres que je vous donne, qui sont quand même conséquents, c'est-à-dire 90 000 hospitalisations et 200 000 passages aux urgences, sont toutefois des chiffres qui sont sous-estimés. Par ailleurs, il y a une donnée que je n'ai pas mise là, mais Santé publique France réalise une autre étude qui est le baromètre santé, qui là est une étude qui est faite par téléphone, qui est du déclaratif. Et là, on demande aux personnes si elles ont eu l'intention de se suicider dans leur vie ou dans les 5 années précédentes, etc. Et là, on a encore d'autres chiffres qui sont encore plus importants. Donc, c'est quand même, en termes de poids de santé publique, c'est un phénomène extrêmement important. En ce qui concerne les tentatives de suicide, contrairement au suicide où je vous avais dit que les hommes étaient plus importants que les femmes, là, on retrouve plus de femmes que d'hommes. Pratiquement 2 fois plus de femmes que d'hommes dans les tentatives de suicide, et principalement 2 populations féminines, soit des jeunes filles, entre 15 et 19, soit des femmes au-delà de 45 ans. Voilà, et sachant que le suicide, évidemment, est un phénomène évitable et polyfactoriel. Il n'y a pas une cause c'est rarement une cause qui va entraîner un suicide, mais mes collègues vous en parleront mieux que moi. Alors, en ce qui concerne donc la politique, donc je vous disais depuis les années 2000, c'est vraiment un sujet de préoccupation et c'est inscrit dans de nombreux textes en fait et souvent répété. C'est-à-dire que on trouve des éléments en fait pour lutter contre le suicide, pour prévenir les tentatives de suicide. On trouve beaucoup d'éléments dans la feuille de route de santé mentale. Ça a été réaffirmé ensuite dans le plan prévention santé de 2018, mars 2018, qui était un plan prévention santé interministériel, dans lequel on retrouve les mesures qui étaient déjà annoncées dans la feuille de route santé mentale ont été réaffirmées. Et ensuite, certaines de ces mesures ont été intégrées dans le Ségur de la santé, là, tout récemment, qui s'est tenu, qui a été publié, rendu public en juillet 2020, donc suite justement au Covid. Il y a des éléments sur la santé mentale et en particulier sur la prévention du suicide. Donc la politique nationale de prévention du suicide, elle s'articule autour de plusieurs points qui sont déclinés, simultanément à peu près, sauf un pour l'instant, mais qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y a une mesure qui concerne le maintien du recontact avec les suicidants, et ça, je vais y revenir, parce qu'évidemment, c'est le dispositif vigilance, donc on va y revenir par la suite, je ne le décris pas maintenant. Il y a aussi la formation donc, au repérage, à l'évaluation et à l'intervention de la crise suicidaire sur la crise suicidaire. Donc, cette formation existait déjà, hein, bien sûr, pour les professionnels de santé. C'était une formation qui se décline régionalement et territorialement.
ce qui se passe, c'est que en 2018, le plan de formation a été totalement remanié et refait. En fait, il y a plusieurs séquences de formation avec des durées et des contenus différents selon l'intervention du professionnel vis-à-vis de la crise suicidaire. Donc, Ça, Non, simplement par rapport, il y a 3 types, c'est les formations ARS dont tu parles. C'est les formations. Oui, en fait, ce que je voulais juste en venir pour expliquer, c'est que tu as des formations, pour pas être trop longue dessus, il y a des formations qui sont à destination des professionnels de santé, mais il y a aussi une formation qu'on appelle la formation Sentinelle, qui est à destination de la société publique, hein, qui n'est pas destinée à des professionnels de santé et qui est une sensibilisation à la prise en charge de la crise suicidaire et non pas que la personne intervienne directement forcément auprès de la personne qui est en crise suicidaire, mais qu'elle puisse être à même de l'orienter, de l'accompagner et de l'orienter vers un professionnel. Donc, il y a également ce niveau de formation qui a été mis en place dans la nouvelle mouture de formation. Voilà, mais peut-être on pourra y revenir un peu après, j'essaie d'avancer parce que je vois le temps tourne et je suis trop bavarde. Il y a également la prévention de la contagion suicidaire. Donc là, c'est un programme qui est mis en place essentiellement en direction des journalistes. Donc à la fois des journalistes qui sont en poste actuellement dans la presse écrite ou audiovisuelle, mais aussi il y a des formations en direction des écoles de journalisme pour savoir comment parler du suicide et comment médiatiser le suicide afin d'éviter une contagion suicidaire. Voilà, donc il y a quelques petites choses, en particulier ne pas mentionner exactement les modalités du suicide, ne pas donner forcément un lieu très précis, des choses comme ça. Une autre mesure aussi qui a pris du retard, mais qui est en train de se faire actuellement, c'est la mise en place d'un numéro national de prévention du suicide. Ce serait en fait un numéro d'urgence. Donc, il n'existe pas encore. Hein. Actuellement, les travaux sont en cours avec la direction. C'est un projet qui est mené par la Direction générale de la santé et les travaux sont actuellement en cours. Je pense que ça devrait commencer à être expérimenté en fin 2021, le temps que les questions techniques soient réglées. Donc, c'est vraiment d'actualité. Et l'idée, ce serait de pouvoir disposer d'un numéro qu'une personne qui est en crise suicidaire pourrait appeler pour bénéficier d'un soutien, d'une aide à l'orientation, ou qu'un proche témoin justement et inquiet pour quelqu'un de son entourage pourrait appeler. Ou qu'on pourrait placer sur les hotspots, comme c'est fait par exemple à San Francisco sur le pont rouge, là je ne vous le donne pas en anglais parce que mon accent est absolument terrible, où il y a un panneau qui indique si vous venez là pour autre chose qu'admirer la vue, appelez ce numéro. Et nous, on n'a pas le numéro à appeler, donc là, ce serait ce type de numéro, par exemple. Et enfin, la dernière mesure, ce serait une meilleure information du public. Non. Donc là, il n'y a pas eu encore d'action de communication générale, mais ce sera couplé avec la mise en place du numéro unique, du numéro national, puisque si ce numéro national n'est pas connu, il ne sert à rien. Voilà, donc ça, c'était la politique nationale. Et enfin, donc le dispositif vigilance s'appuie sur un certain nombre d'études qui ont été faites. Donc c'est la théorie du rond contact. L'idée, c'est qu'une personne, alors déjà ce que j'ai pas dit, c'est que une personne qui a fait un premier geste suicidaire, une tentative de suicide, les études ont montré que ces personnes étaient à risque d'en refaire une autre. Donc ce dispositif de prévention de la récidive suicidaire s'adresse finalement à une population qui est plus en risque suicidaire qu'une population qui n'a pas encore fait de tentative de suicide. Donc le précurseur, c'est effectivement Jérôme Meotto, qui est un psychiatre américain et qui, lui, il a initié un dispositif, il l'a inventé, il l'a évalué, et il a vu effectivement que ça faisait diminuer le nombre de récidives suicidaires parmi les patients qui bénéficiaient du dispositif qu'il a mis en place. Et le dispositif qu'il a mis en place, c'est un peu plus lourd que ce qu'on fait nous, c'était que pendant
pendant 5 ans, il envoyait une carte postale manuscrite personnalisée aux patients tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il y a un personnel soignant qui était là pendant l'hospitalisation de la personne qui avait fait sa tentative de suicide, qui avait donc noué un contact et qui ensuite, pendant 5 ans, lui écrivait une carte postale manuscrite et personnalisée pendant 3 mois. L'objectif, en fait, c'est que le patient se rende compte que quelqu'un est concerné par lui et a des sentiments positifs à son égard. Donc ça, c'est vraiment la base conceptuelle, en fait, de ces dispositifs de recontact. Par la suite, il y a une équipe française, donc emmenée par le professeur Guillaume Véva au CHU de Lille, mais également avec une équipe bruxelloise. Ils ont créé en fait un algorithme, on a appelé Algos. Enfin, ils ont créé un dispositif qui s'appelait Algos, qui était de pouvoir évaluer en fait la mise en place d'un algorithme de recontact, savoir quoi mettre en place pour recontacter des patients. Donc, ils se sont inspirés en fait des travaux antérieurs et dans leur étude, en fait, ils ont distingué, et ça on va vous le développer après, des modalités de contact selon que les personnes sont primo-suicidantes ou qu'elles sont déjà récidivistes. Et donc, c'est suite à cette étude qu'ils ont pu créer ce dispositif qui s'appelle Vigilance. Par ailleurs, une revue de littérature a montré que ces dispositifs de recontact, parce qu'il en existe un peu d'autres, mais là c'est pas l'objet, on n'a pas le temps de tous les détailler, mais ce qui a été montré, c'est que un dispositif de veille, donc comme c'est le cas là, est efficace quand il est actif. Alors actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce sont les professionnels de santé qui vont vers le patient, ce qui n'est pas du tout le schéma habituel en sanitaire, puisque d'habitude c'est le patient qui va vers le dispositif de soins. Là, le dispositif de soins, et mes collègues vous le montreront beaucoup mieux. Donc ça, c'est sa dimension active. Donc c'est le dispositif qui va vers, qu'il est régulier et qui s'inscrit dans la durée et qu'il est personnalisé. Voilà, ce sont les critères qui permettent d'affirmer qu'un dispositif de veille est efficace. Et ce sont les critères auxquels correspond le dispositif Vigilance. Donc, Vigilance, donc c'est un dispositif de recontact. Il a commencé à être expérimenté à partir de 2015 dans 5 territoires. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs régions, hein, la Bretagne, la Haute et Basse Normandie. Maintenant, c'est la Normandie, mais quand il a démarré, on avait la Haute Normandie, la Basse Normandie, les Hauts-de-France. Alors, j'ai mis Occitanie-Est, puisqu'à l'époque, effectivement, c'était la région Languedoc-Roussillon. Et puis le Jura, qui est un département, comme vous l'avez tous remarqué, voilà. Et ça n'était pas étendu à la région. Actuellement, il y a une extension, mais ça n'était pas clair. En 2018, la ministre de la Santé a marqué une volonté forte d'étendre le dispositif à toutes les régions, ce qui a commencé à se faire en 2019 et qui s'est poursuivi en 2020 malgré les aléas liés au Covid, mais Barbara vous en parlera certainement plus que moi. Voilà, et donc ce dispositif est constitué d'une cellule de veille qui va vous être décrite et puis de centres partenaires. Ce qu'on appelle les centres partenaires, ce sont les services d'urgence ou les services hospitaliers dans lesquels les patients sont amenés suite à leur geste suicidaire et qui, du coup, préviennent la cellule de vigilance qu'il y a un patient et qu'on peut l'inclure dans le dispositif. Le dispositif de veille, en fait, consiste en une remise d'une carte ressource quand le patient sort des urgences ou de l'hospitalisation, d'appels téléphoniques à une certaine distance du geste suicidaire, donc s'il est récidiviste aux alentours de 10 jours et s'il est primo-suicidant 6 mois après, avec envoi de carte postale dans certaines circonstances qui vous seront décrites. Voilà, et donc les cellules de vigilance donc, sont composées d'une coordination médicale, d'un secrétariat, et puis des fameux vigilanceurs qui sont quand même la cheville ouvrière du dispositif. Et les partenaires sont les services d'urgence et les services hospitaliers. Et je cède la place et la parole à Barbara.
Bonjour, donc je vais vous détailler un petit peu plus comment on fonctionne pour que les patients entrent dans le dispositif. Donc ça, ce sont les centres partenaires, comme on l'a dit, qui remettent la carte ressources aux patients avec un explicatif du dispositif, à quoi ça correspond et à quoi ça sert et comment ça fonctionne, sur une petite page A4 qui est remise dans une enveloppe Craft. Ensuite, le service remplit également un fax d'entrée pour que nous, à la cellule de coordination, les secrétaires puissent recevoir le fax, rentrer dans notre base de données numérique les patients, qu'on ait des données sur quand a eu lieu le geste, quel est le médecin traitant, qu'on ait toutes les données administratives aussi avec les numéros de téléphone, adresses qui nous sont précieuses. Et ensuite, la partie vigilancière, ça va être de contacter le patient, donc la partie active, où on contacte, comme le disait Sandrine, les patients soit entre J10 et J20 si c'est un patient récidiviste pour qui ce n'est pas le premier geste, et uniquement à 6 mois pour les patients qui sont primo-suicidants et pour les patients qu'on avait déjà contactés entre J10 et J20. Voilà comment on fonctionne au niveau des appels. Ensuite, la veille en soi, c'est-à-dire le fait que les patients qui ont reçu la carte puissent nous joindre, elle est fictivement établie à 6 mois, mais une fois qu'ils ont la carte, ils peuvent nous appeler quand ils le souhaitent. Et on peut se servir de carte postale. Si le patient ne nous répond pas, on essaye 3 fois de le contacter à des horaires et des jours différents. Si le patient ne nous répond pas, on laisse un message et on envoie des cartes postales pour essayer de reprendre contact, en tout cas de montrer notre inquiétude pour lui et le fait qu'on pense quand même à lui, même s'il ne répond pas au téléphone. On peut aussi le faire si on est très inquiet pour le patient. En plus d'être présent par des voies téléphoniques, on peut régulièrement envoyer des cartes à des personnes qui sont trop isolées. Voilà sur la façon dont on procède. Et ensuite, au 6e mois, l'appel du 6e mois, c'est aussi une évaluation globale pour savoir si la veille s'arrête ou si on a encore des inquiétudes, on peut entrer le patient pour un nouveau cycle de veille pour l'étendre encore pendant 1 an. Enfin, 6 mois de plus, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, le dispositif en réseau, c'était pour vous expliquer un peu comment on peut procéder. Donc, ce sont essentiellement des centres d'urgence qui nous adressent les fax d'entrée pour les patients et qui remettent les cartes ressources. Depuis peu, il y a des centres médico-psychologiques aussi qui sont dotés des kits d'entrée et qui peuvent être des partenaires pour nous. Donc, ils envoient les fax au niveau du secrétariat. Les secrétaires envoient des courriers aux professionnels de santé qui ont été identifiés par le patient, c'est-à-dire médecins traitants en général, psychiatres, libéraux ou en CMP ou les autres professionnels qu'ils ont mentionnés, pour les prévenir que la veille est en place. Et en même temps, on leur donne un dépliant pour expliquer ce qu'est le dispositif vigilance, parce que pour l'instant, on n'est pas encore très connu dans l'Occitanie-Ouest. Et aussi un numéro pour qu'ils puissent nous contacter si eux ont des inquiétudes. Parce que l'idée, c'est que Vigilance soit là pour faire un maillage qui puisse être un filet si le patient sort un peu de son réseau de soins, ou aussi d'articuler les choses au mieux si le patient prend un peu de distance avec les professionnels, pouvoir susciter le recontact et la remise dans le réseau de soins. Voilà, on peut effectivement aussi avoir des liens avec les personnes ressources avec l'accord du patient. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bien sûr, on a des liens avec les cliniques en hospitalisation complète parce qu'il arrive régulièrement que le projet de soins à la sortie des urgences soit une hospitalisation complète. Et dans ces cas-là, parfois, on n'arrive pas à joindre le patient ou parfois, on le joint et on a des inquiétudes. Donc, on en profite fréquemment pour avoir des liens téléphoniques avec les lieux de soins. Comme ça, ça nous permet de nous présenter, des fois de récupérer les bons numéros pour les patients quand ce n'est pas le cas, et pouvoir faire des liens sur l'évaluation qu'on a pu faire au niveau téléphonique pour certains patients. Est-ce que je peux dire quelque chose, Barbara? Tu entends? Oui.
Cette diapo-là, elle est aussi pour montrer que il y a la diapo précédente où on voit vraiment les actions des vigilanceurs qui téléphonent, le recontact, le protocole linéaire. Mais cette diapo, elle est aussi pour montrer à quel point Vigilance en fait vient créer le lien entre tous les acteurs et de santé, les professionnels, etc. L'action ne va pas se limiter juste à l'appel au patient et aux soins qui est fait auprès du patient. C'est vraiment beaucoup plus large avec tout ce qui est courrier envoyé aux professionnels de santé, etc. Donc, c'est pour montrer aussi c'est que c'est un dispositif très dynamique qui permet de soutenir le patient le temps, donc les 6 mois, qui sont les 6 mois plus à risque. Voilà. Oui. Après là, c'était une carte un peu de l'Occitanie-Ouest pour expliquer notre implantation qui est toute récente. Donc nous, on avait ouvert en mars de cette année. On a permis l'entrée d'une seule patiente sur Montauban avant de refermer 2 jours plus tard, puisqu'il y avait le confinement qui s'était mis en place. Donc ça a été quelque chose d'assez éclair. Nous, en tant qu'infirmiers, on a été redéployés en fait sur d'autres services du CHU. Donc, le service a vraiment fermé, le vigilance, et nous avons pu réouvrir en juin. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. On a donc commencé avec Montauban. Ensuite, on s'est dit que dans le temps où on pouvait ouvrir, on allait ouvrir le CHU de Toulouse parce que c'était le gros morceau au niveau des gestes suicidaires, en brassage d'urgence sur des gestes suicidaires. C'était une très grosse partie, donc on s'est occupé du CHU de Toulouse. Et ensuite, on a ouvert sur Tarbes en juillet. Là, on a des contacts prévus pour l'ouverture ce mois-ci. On a des dates pour Lannemezan, Rodez et Lavore et des contacts qui sont en cours pour Albi et Auch. Voilà. Il n'y a pas encore de date précise d'ouverture pour Albi et Auch, mais ça va venir. L'idée, c'est de pouvoir ensuite développer un maximum avec aussi les cliniques autour de Toulouse, parce qu'on a fait le CHU, mais ce n'est pas le seul lieu sur la Haute-Garonne qui brasse des urgences. Voilà. Et on a ouvert aussi au CHS à Marchand, avec du coup tous les CMP qui peuvent aussi recevoir des patients qui ont fait des gestes qui ne sont pas médicalisés. Voilà, donc à partir de l'ambulatoire également. Voilà. Bon, alors là, c'est le développement un peu, comment dire, à très court. Il y a peu de recul, quoi. Donc, entre juin et septembre, du coup, là, on a une croissance régulière là, actuellement, donc 224 patients qui sont dans le dispositif à la fin septembre. Voilà, on a déjà pas mal envoyé de cartes postales parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple d'avoir les bonnes données pour le patient et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de numéros qu'on n'a pas pu récupérer. Alors, on essaye de trouver des stratagèmes par les médecins traitants ou d'autres techniques en recontactant les lieux de soins, mais des fois, on n'arrive pas à trouver. Donc, on envoie au moins des cartes postales pour que le patient puisse, s'il habite toujours à la bonne adresse, nous joindre en cas de besoin. Et là, sur le petit recul qu'on a, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 1/3 des entrées qui étaient des patients primo-suicidants et 2/3 des entrées de patients qui avaient déjà fait des gestes suicidaires par le passé. Voilà. Juste pour nous, à Vigilance Ouest, on s'est permis l'appel à J10, J21, on le fait aussi pour des gestes suicidaires qui sont jugés inquiétants par les professionnels de santé. Quand les professionnels de santé ne sont pas rassurés à la sortie du patient, ils nous mettent un commentaire et on se permet de rappeler les patients plus tôt. Voilà. Et du coup, il y a aussi Vigilance Occitanie-Est qui ont beaucoup plus de recul, eux. Oui, donc nous, au niveau de Montpellier, donc Vigilance Occitanie-Est a ouvert du coup en 2016. Avec, on voit le nombre de patients inclus dans Vigilance, donc qui augmente de façon exponentielle d'année en année, avec un petit, on est à 1129 là au niveau de fin septembre 2020, sur l'année 2020, et donc on a passé les 5000 patients inclus dans la veille, ce qui
fait voilà, une activité assez intense. Au niveau de l'activité, on est sur les centres partenaires qui ont ouvert, c'est Carcassonne, Perpignan, Béziers, donc Montpellier, Nîmes, Bagnols-sur-Cèze et Millau, Saint-Affrique. Donc on a aussi le Sud Aveyron qui était inclus du côté Occitanie-Est, qui a été inclus alors que Occitanie-Ouest n'avait pas encore ouvert. Donc comme au niveau de Millau, géographiquement, on est assez proche du CH de Montpellier, ça a été ouvert à ce moment-là. Voilà. Après cette présentation plus pratique et concrète de ce que c'est le dispositif vigilance et de son fonctionnement. Donc, je vais revenir sur les 2 évaluations qui ont été conduites. Donc, en fait, on a été mandaté, on a reçu une saisine de la part de la Direction générale de la santé pour nous demander d'évaluer le dispositif vigilance. Donc, nous avons reçu cette saisine dès 2016. Donc quasiment 2015-2016 à l'ouverture en fait du dispositif. Et donc il y a une évaluation d'impact dont je vais vous parler après qui est encore en cours et qui était vraiment la commande du ministère. Et nous avons rajouté en fait une évaluation de processus, une évaluation plus qualitative qui a été faite en fait pour décrire le processus d'implantation et de fonctionnement. Et en fait cette étude a été faite parce que il était question en fait effectivement d'étendre le dispositif sur le territoire national plus largement et donc il s'agissait d'avoir un petit peu des éléments de fonctionnement, de pouvoir faire des préconisations, des recommandations suite aux expériences qui avaient été et surtout aux difficultés ou aux leviers qui avaient été rencontrés par les territoires pilotes. Donc, comme c'est une démarche qualitative, puisqu'on voulait vraiment comprendre, en fait, là, il s'agit de comprendre un fonctionnement et pas de quantifier. Donc, le recueil de données s'est fait par entretien individuel, par focus group, et par recherche documentaire, et puis par visite sur site. Donc, ça a donné lieu à un petit rapport qui a été publié en juin 2019 et il me semble que l'IREPS vous a transmis le lien vers ce rapport si cela vous intéresse. Il n'est pas très long. Et les conclusions ont été, donc il y a peut-être certaines choses qui paraissent une évidence, mais je rappelle quand même que quand le dispositif pilote s'est mis en place, c'était vraiment un dispositif pilote et on essuyait les plâtres. Enfin, chacune des cellules essuyait un petit peu les plâtres et tâtonnait un peu. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que le dispositif était construit donc à partir de l'étude ALGOS, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à partir d'autres études antérieures. Mais comme c'est souvent le cas dans ces cas-là, on a la description d'un dispositif sur son fonctionnement. On n'a pas souvent des choses sur quelles sont les conditions de son implantation. J'espère que je suis claire, c'est difficile sans vos réactions, mais c'est une chose d'avoir le canevas à mettre en place, et c'est autre chose que de savoir comment mettre en place ce cadre. Donc une des premières choses qu'on a vues, enfin une chose qu'on a vue aussi, c'est que c'était important quand une cellule se mettait en place, qu'elle ait pu réaliser en fait un diagnostic territorial et notamment qu'elle ait connaissance du circuit pour les patients suicidants, là où ils étaient accueillis, là où ils étaient orientés et quelles étaient leurs prises en charge. Donc ça, c'est pour le contexte, parce que vous avez vu que c'est extrêmement important, puisque la partie centre partenaire est importante dans le dispositif. Prévoir un nombre d'ETP suffisant, parce que effectivement, ça c'est c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire que actuellement les ARF financent les cellules vigilance, et toute la question, c'est d'arriver à savoir combien est-ce qu'il faut de temps de vigilanceurs par rapport au nombre de patients qu'on va avoir, sachant qu'on ne peut pas forcément anticiper le nombre de patients, surtout au tout début, pour les sites pilotes, mais même actuellement, c'est une vraie question, parce que le temps et peut-être que dans les questions avec Barbara, elle y reviendra, mais
même si là, ça a été un petit peu compliqué, l'ouverture de celle d'Occitanie-Ouest à cause du Covid, mais on voit bien que quand les cellules se mettent en place, il y a facilement 6 mois de mise en place avant que les premiers patients arrivent, etc. Et puis tout à coup, pouf, ça monte. Et voilà, sauf que il faut avoir pensé en amont à avoir suffisamment de personnes. Conforter les postes de vigilanceurs, parce qu'effectivement, c'est souvent enfin, dans les premiers temps. Maintenant, il y a des CDisations, mais il y a eu beaucoup de CDD. Et donc, ça crée un turnover important et c'était compliqué parce que vous imaginez bien que c'est quand même une mission assez particulière pour laquelle il faut être formé, pour laquelle l'expérience est importante dans la prise en charge des patients. Donc, un turnover en permanence fragilise vraiment peut fragiliser les cellules. Alors, en ce qui concerne le matériel logistique, c'est qu'il y a eu une question au départ, c'est-à-dire que quand le dispositif a été lancé, il y a beaucoup de questions qui se sont posées autour du système informatique qui pouvait être mis à disposition des cellules pour assurer le suivi de la veille, faire un certain nombre de statistiques, etc. Là encore, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 2015, puisque la DGS s'est emparée de ce sujet maintenant et est en train de procéder. Donc là, il y a un appel d'offres qui va sortir dans pas longtemps pour pouvoir avoir une solution informatique nationale qui puisse être commune en fait à toutes les cellules, ce qui permet déjà d'avoir un confort matériel évident pour les cellules, hein, pour les vigilanceurs, pour le secrétaire, mais aussi pour pouvoir établir quand même des statistiques et éventuellement modifier certains suivis, etc. Et enfin, un point extrêmement important, c'est le lien avec les centres partenaires, donc à la fois les services d'urgence et les services hospitaliers, puisque là aussi, les personnels peuvent changer. Là, on l'a vu très nettement avec le Covid, hein, peuvent être pris par d'autres choses, et donc il faut effectivement qu'ils aient en tête d'inclure les patients qui viennent pour une tentative de suicide dans vigilance, qu'ils aient le matériel à disposition et que le lien soit fait. Et ça nécessite quand même au moins un contact annuel entre la cellule vigilance et ses centres partenaires. Voilà, ça c'était les conclusions de notre rapport. Et la deuxième évaluation qui est en cours, qui elle est beaucoup plus longue parce qu'elle est plus compliquée sur le plan méthodologique. Donc elle a commencé assez tôt, mais en fait, elle aboutit, elle est en cours d'aboutir là actuellement. C'est une évaluation d'impact pour voir effectivement comment Vigilance réduit le taux de récidive à 12 mois. Et on est en train de constituer, on a constitué un groupe qu'on a appelé un groupe de patients exposés. Donc les patients qui sont inclus dans le dispositif Vigilance et des patients non exposés, donc des patients qui auraient fait une tentative de suicide mais sans avoir été inclus dans une des cellules du dispositif Vigilance. Donc, en termes de calendrier, il nous a fallu un accord CNIL. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va faire un appareillement de base de données. Nous avons recueilli en 2019 les données, c'est-à-dire que nous avons recueilli auprès des 5 territoires pilotes le listing de leurs patients, alors anonyme bien sûr, mais avec beaucoup de caractéristiques identifiantes. C'est pour ça qu'il nous fallait l'accord de la CNIL. Nous avons le sexe, la date de naissance, la commune de résidence, et puis ensuite tout le parcours, c'est-à-dire la date de l'ATS, le passage aux urgences, l'éventuelle hospitalisation, éventuellement des récidives, et puis la veille dont ils ont bénéficié. Est-ce qu'ils ont eu un appel à GDIF vivant, un appel à 6 mois, combien de cartes postales, etc. Donc en 2020, là, nous sommes en train de faire le traitement statistique et nous devrions avoir les résultats au début de l'année prochaine. Alors je vais juste revenir un tout petit peu sur la méthodologie pour en fait poursuivre. Donc on a 2 groupes de patients. On a les patients que nous appelons nos patients vigilance, qui sont les patients issus de chacune des cellules. Et ensuite, nous allons trouver des patients
dans les bases médico-administratives France entière qui n'ont pas bénéficié de vigilance. En fait, alors, ce que j'ai pas dit, parce que c'est un peu complexe, c'est que on a pris les patients vigilance, on considère les patients vigilance à partir de l'ouverture de la première cellule vigilance en janvier 2015, et nous allons jusqu'au 31 décembre 2017. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on va faire pour faire ce suivi de la récidive suicidaire, nous allons retrouver les patients vigilance dans ce qu'on appelle les bases médico-administratives, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui sont les bases, en fait, soit des hospitalisations, soit des urgences. Et nous avons donc créé un algorithme en prenant un certain nombre de caractéristiques. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, on va regarder le sexe, l'âge, la date de l'ATS, l'endroit, c'est-à-dire dans quel hôpital ou dans quel service d'urgence la personne a été et où est-ce qu'elle habite. Et avec ça, on se dit, ah bah tiens, voilà, on n'a pas son nom, mais il y a de fortes probabilités, donc c'est un algorithme probabiliste, il y a de fortes probabilités que le patient que nous avons, nous, dans la base vigilance, soit bien le patient, soit le même patient que l'on retrouve dans une base des patients qui sont passés aux urgences pour ce même service d'urgence. Et il se trouve que pour les données hospitalières, on les a avec retard. C'est pour ça que l'étude n'a pu commencer qu'en 2019 et qu'on s'arrête au 31/12/2017, puisque en fait, on va suivre. Donc, si on imagine qu'il y a un dernier patient vigilance qui a été inclus le 31/12/2017, si on veut suivre ces potentiels récidives suicidaires pendant 1 an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2018, et là, en fait, en 2019, on vient juste d'avoir les données 2018, donc on ne peut pas aller au-delà. Donc là, c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Donc actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué donc la base de tous nos patients vigilance et on les a retrouvés à hauteur de 91%, donc c'est pas mal. On a retrouvé 91% des patients qui sont issus des cellules vigilance dans les bases médico-administratives. Et donc là, on va pouvoir suivre plus facilement leur récidive suicidaire. C'est-à-dire que la récidive, on va la suivre dans les bases médico-administratives. Et pourquoi pas à partir des données des cellules vigilance, et que les cellules vigilance n'ont pas accès de manière systématique, n'ont pas connaissance systématiquement de la récidive des patients. Donc, c'est ça qu'on passe sur les. Mais ça, peut-être que les collègues reviendront tout à l'heure. Voilà. Que vous dire de plus? Bah voilà, c'est que pour l'instant, je peux présenter que cette méthode et dire qu'on a bien réussi à retrouver les patients. Donc ça, c'était un peu une gageure au départ parce que c'était pas évident. On n'était pas certain que notre algorithme fonctionne et il fonctionne. Et actuellement, la base des non exposés est constituée. Et donc maintenant, on va faire une comparaison. C'est pour ça qu'on devra avoir les résultats au début de l'année suivante. Voilà, sachant qu'on a été un petit peu retardé par le Covid, parce que les personnes qui travaillent avec moi au département statistique sont les mêmes qui ont travaillé sur le Covid, et donc voilà, ne pouvaient plus travailler sur vigilance pendant quelques temps. C'est pour ça qu'on a pris un petit peu de retard. Voilà, et enfin, juste pour terminer, je voulais revenir en fait sur cette articulation entre un travail de recherche, d'évaluation, tel qu'on peut le mener à Santé publique France, et en fait un dispositif qui, lui, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment deux temporalités entre nous qui sommes mandatés pour faire une évaluation qui est très lourde méthodologiquement, qui est très longue, et un dispositif qui reste vivant, qui est actif et qui est vivant, et qui est sans arrêt en mouvement et sans arrêt en adaptation, en évolution. Donc là, on a effectivement une saisie de la DGS, donc c'est de la commande publique, c'est très fort. Qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous a appris que ce dispositif, c'est vraiment un dispositif qui est ancré dans les territoires. Hein, c'est un dispositif qui est créé par... enfin, je veux dire, il est bottom-up, il n'est pas descendant. Actuellement, le ministère de la Santé demande à ce qu'il soit étendu sur tous les territoires, mais ce n'est pas un dispositif qui a été créé par la Direction générale de la santé, c'est un dispositif qui a été créé dans un CHU. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs
qui sont utiles pour le dispositif, c'est-à-dire les données qu'ont besoin de recueillir les cellules de vigilance pour leur fonctionnement, pour leurs propres statistiques, pour leur propre suivi, etc., ne sont pas forcément celles dont on a besoin pour la recherche. Et voilà, donc ça, c'est une première difficulté qu'on a rencontrée pour ce dispositif, parce que on a été obligé d'aller solliciter les cellules pour chercher des indicateurs qui n'étaient pas forcément utiles pour eux et pas forcément prévus au départ. Et puis, je pense que ce qui moi me frappe beaucoup, c'est les temporalités différentes. Parce que sur le terrain, effectivement, on s'inscrit sur la durée, avec une dynamique de changement qui est très nette. Au niveau de l'évaluation, c'est effectivement un temps fermé, parce que j'ai un début pour l'évaluation, je vais avoir une fin. En plus, je me situe dans le passé, parce que moi, je m'arrête en 2017. Donc, j'ai un regard sur le passé, alors que déjà, le dispositif, il y a eu pas mal d'évolutions, même si c'est des petites choses, etc. Mais quand même, donc ça, c'est un peu frustrant, parce qu'il va falloir adapter des choses, et je pense il va falloir qu'on en tienne compte, y compris dans l'analyse de nos chiffres. Et puis alors enfin, il y a ce qui vient un peu parfois tout perturber, c'est le temps politique, puisque si je ne vous ai pas trop entendu, vous avez pu me suivre, vous avez vu qu'on a un dispositif qui a démarré en 2015, qu'on a eu une saisine pour faire une évaluation d'impact en 2016, que nous, on n'a pas démarré cette évaluation en 2019 pour des raisons d'accessibilité des données et de disponibilité des données, mais qu'en 2018, on a une ministre qui a décidé de l'étendre sur le plan national. Voilà, donc on a tous ces temps qui se télescopent. Et en 2020, quasiment toutes les régions ont un dispositif, une cellule de vigilance qui est en train de se mettre en place. C'est un peu retardé par le Covid, mais là, ça y est, on voit bien qu'on est sorti du confinement et des contraintes qui ont été mises en place, et que les cellules ouvrent comme elles devaient ouvrir il y a 6 mois, 1 an. Elles ouvrent actuellement, et que le territoire national va être bientôt couvert. Enfin, je pense qu'en 2021, il y aura les cellules de vigilance, au moins une dans chaque région, sans problème. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce qui me venait sur ces différents temps, d'avoir un dispositif de terrain qui est complètement actif, et puis cette recherche qui se met en place en parallèle. Merci beaucoup pour votre attention. Je laisse la place aux questions. Merci beaucoup Sandrine, Barbara et Maïté pour cette présentation. Donc là, on va laisser la place aux questions. Certaines ont déjà été posées au fur et à mesure de cette présentation. Donc, tout d'abord, en fait, il y a eu des questions concernant la famille et les proches. Donc, notamment, il y a Émilie Elias qui travaille à la Maison des Ados, qui a affaire à beaucoup d'adolescents qui ont fait une tentative de suicide suite au suicide d'un parent, soit proche, soit éloigné. Et elle se questionne par rapport à l'accompagnement qui est réalisé auprès des familles des personnes suicidées, sachant qu'il existe un risque plus important de passage à l'acte chez ces membres de la famille. Donc là, j'imagine que vous pensez à ces adolescents en question. Je peux apporter un premier élément de réponse sur le plan national. En fait, la prise en compte et la prise en charge de l'entourage repose plus sur ce qu'on appelle la postvention. Et voilà, vigilance n'est pas un dispositif de postvention. La prise en compte de l'entourage après la tentative de suicide ou le décès par suicide d'une personne, c'est un autre type de prise en charge qui n'est pas un sort de vigilance. Après, je vais laisser mes collègues répondre, parce que les familles sont quand même pas complètement absentes du dispositif. Alors, je pense qu'il y a un truc à préciser pour nous, c'est qu'on ne s'occupe que de patients majeurs. On a décidé, pour ouvrir, de s'occuper des patients majeurs dans un premier temps, et on envisage d'ouvrir pour les mineurs dans un second temps. Donc, j'imagine que l'implication des familles, et notamment des parents, n'est pas la même avec des majeurs qu'avec des mineurs. Mais je ne sais pas, Maïté, vous êtes ouverte sur des mineurs, peut-être qu'il y a plus de…
Ouais, alors nous sur Vigilance Occitanie Est, on travaille avec les patients mineurs, on le développe. Mais bon, ça répond à la question d'une certaine manière, parce qu'effectivement, pour les patients qui ont eu des proches qui sont décédés par suicide, là, c'est pas, comme disait Sandrine, c'est pas notre champ d'action. Après, les proches sont impliqués en tant que, pour les personnes majeures, en tant que personne ressource. Donc, la personne choisit une personne qu'on peut appeler si on est inquiet, qui est dans le dossier du patient dont on a le numéro. On essaye d'avoir des noms de personnes. Et pour les patients mineurs, il y a une personne indiquée lors de l'inclusion dans le dispositif comme étant euh, comme ayant l'autorité parentale. Et donc, c'est une personne qu'on appelle systématiquement avant d'appeler le jeune pour prévenir qu'on va avoir une action sur le mineur. Et donc, du coup, on est quand même très en lien avec ou les parents ou l'éducateur quand c'est des enfants placés, etc. En tout cas, avec un adulte référent. Et la deuxième chose, c'est que les proches. Enfin, oui, la deuxième chose, avec les mineurs, ce qu'on a mis en place au niveau de Occitanie Est, c'est qu'on les appelle en systématique. C'est-à-dire que même si c'est leur premier geste, on fait quand même un appel à J10 pour créer du lien autre que les cartes postales avec ces jeunes-là, pour créer un lien téléphonique. Et les personnes ressources peuvent nous appeler également, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi des appels entrants de familles, de proches qui ont des questions, qui sont inquiets, qui nous alertent. Donc, la carte ressources, effectivement, comme nous, on les appelle quand on est inquiet, ils enregistrent le numéro, et il y a un petit peu ces allers-retours entre les proches. Enfin, on est vraiment en lien avec les proches également. Mais après, c'est pas de la post-pension. Donc, on fait pas de la thérapie ou de l'aide à ces proches-là. En revanche, on les informe sur les possibilités d'aide, on essaye de les aiguiller pour pas qu'ils soient seuls dans l'accompagnement de leurs proches en détresse, quoi. Donc c'est surtout, on peut être, on est là aussi pour du conseil s'ils ont besoin. Voilà. Et est-ce qu'il existe un dispositif particulier quand les personnes sont passées à l'acte et que ils sont décédés? Est-ce qu'il existe un dispositif en dehors, enfin, du coup pas dans le cadre de vigilance, mais pour accompagner ces personnes dans leur dans leur deuil, enfin dans leur pour éviter le risque de passage à l'acte de leur côté? Moi, j'ai pas En de fait, notion de dispositif particulier, mais vas-y, Sandra. enfin, en fait, c'est effectivement ce qu'on appelle la postvention et c'est quelque chose qui est assez, enfin, en France en tout cas, c'est pas encore c'est pas quelque chose encore qui est très répandu, qui est très bien mis en place. C'est-à-dire que ça se fait dans d'autres pays, je ne sais plus lesquels, mais plus que nous, c'est une notion assez récente. La postvention, ça reste, on est sur la prévention euh, des tentatives de suicide, la prévention de la récidive suicidaire. Par contre, la postvention, qui est la prise en charge de l'entourage, était vraiment une question importante. Enfin, ça, je rejoins complètement la personne qui a fait qui a posé qui a souligné ce point. Malheureusement, la postvention, c'est pas encore quelque chose qui est très étendu, chez nous. Parce que la postvention, c'est effectivement la prise en charge de l'entourage d'une personne qui est décédée par suicide, parce qu'on sait, par contre, on sait effectivement que ça va impacter tant de personnes dans le cercle familial proche, dans le cercle professionnel. Enfin, un suicide, ça impacte, au début, on disait 7, 11, mais en fait, ça impacte beaucoup plus de personnes on était sur les premiers chiffres donnaient qu'un suicide, ça impactait 7 personnes proches. Après, on était sur 11. Et puis, j'ai assisté à un colloque il y a 2 ans, je crois, et le chiffre était encore plus important. C'est qu'on est sur au moins 20 personnes qui sont impactées par un décès par suicide. Que ce soit dans l'entourage familial proche, dans l'entourage professionnel, amical. En fait, il y a vraiment, ça fait des cercles autour, quoi, forcément. Voilà, et donc c'est un vrai sujet qui malheureusement n'est pas encore pris en compte. D'ailleurs, on voit bien hein, dans les mesures que je vous ai présentées en termes de politique publique sur la prise en charge du suicide, ça n'est pas pris en compte.
enfin, il n'y a pas de mesure concernant la prévention. Ça va venir, j'espère. Juste pour faire une petite parenthèse, ce n'est pas dans le cadre du suicide, mais en fait, notre dispositif, il avait fermé, mais en partie muté pendant le coronavirus, enfin, la période de confinement. Et en fait, il y a une partie de nos vigilanceurs, de nos médecins et des internes du CHU qui ont utilisé nos locaux et notre matériel pour pouvoir faire 2 cellules de veille, que ce soit OLAF ou Vigideuil. Et ça intervenait sur des familles de patients hospitalisés en réanimation et qui ne pouvaient pas avoir des liens réguliers avec leur famille hospitalisée, et les familles de personnes décédées pendant le temps du confinement, qu'ils soient décédées de coronavirus ou pas. Et donc, ça a été avec des études menées à la clé par les internes. Mais c'était dans un autre cadre que vigilance. Mais on s'occupait, du coup, des familles et de l'entourage. Très bien. J'ai Monsieur Jacques Dornel, qui travaille à l'UNAFAM du Gers, qui a une remarque. En fait, on ne peut pas dire que l'implication des proches soit plus importante lorsqu'il s'agit d'un adolescent par rapport à un adulte. Alors, c'est peut-être plus une remarque qu'une question. Alors, je ne veux pas dire plus important. En tout cas, c'est systématique légalement de contacter, enfin nous en tout cas, on l'a envisagé comme ça quand on ouvrira aux mineurs, qu'il y ait un lien fait avec le responsable légal. Ce n'est pas une question d'importance ou de place, c'est une question en fait de générosité. J'ai pas bien compris la remarque. C'est parce que je me suis exprimée en disant que peut-être chez les mineurs, toi, tu avais peut-être plus recours à avoir des contacts avec les personnes ressources. Je pense. Oui, mais du coup, le fait qu'il y ait plus d'impact de contacter les proches chez les majeurs, c'est ça? Je comprends pas. Que c'est aussi important de contacter les personnes ressources chez les majeurs que chez les mineurs. Ah, oui, c'est une question, oui, d'accord. C'est comme ça que je le comprends. D'accord. Oui, effectivement. Après, j'avais d'autres questions concernant cette fois le partenariat. Donc, tout d'abord, j'ai la coordinatrice du contrat local de santé du secteur sud-ouest du Lot qui pose la question suivante. Est-ce que pour la zone Occitanie-Ouest, des partenariats sont-ils en cours avec les centres hospitaliers du Lot? Oui, il y a Cahors qui a été contacté par mail par nos médecins coordinateurs. À ma connaissance, il n'y avait aucune réponse de leur part. L'idée, c'est en général qu'on passe par les CME des établissements et ensuite qu'on puisse faire des interventions auprès des équipes de la façon dont on le souhaite, les médecins des établissements, pour ne pas s'imposer, suivre leur logique et là où ils pensent que c'est le plus nécessaire, en fait, dans l'ordre qu'ils jugent prioritaire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les psychiatres qui évaluent les patients sur Cahors et sur Figeac viennent du CH de Leyne, si je ne me trompe pas. Je suis pas. Il me semble que c'est ce qui avait été. Leyne, c'est bien dans le Lot, j'ai un doute. Alors là, les personnes du Lot peuvent-ils répondre? Ah, donc a priori, oui. Voilà. Donc l'idée, on avait un peu avancé en disant comme on n'a pas de réponse de Cahors, on va peut-être contacter directement le CH de Leyne parce qu'en général, on passe par les équipes de liaison psychiatrique, que ce soit les infirmiers, les psychiatres, après pour faire la présentation. Et donc certainement la CME de Leyne. J'ai une personne identifiée sous. Revenez vers moi. Ah, il y a Madame Albino de l'ARS qui précise dans le chat de revenir vers elle par rapport à ça. D'accord, super. C'est bien, ça permet de, c'est parfait. de faire les liens. Autre question concernant le partenariat, si vous n'avez pas d'autres remarques par rapport à ce qui vient d'être posé comme question. C'est bon? Marine Fagnol, qui est éducatrice spécialisée dans le CH du Gers à Auch, demande comment s'organise le lien avec les centres partenaires. Y a-t-il une personne référente identifiée au niveau du centre? Au niveau du centre, au niveau de l'équipe, ou les deux. En fait, la prise de contact en général, elle se fait par les médecins sur les
les chefs de pôle ou les médecins qui s'occupent des équipes des urgences et des psychiatres. En général, c'est les deux groupes. C'est au niveau des urgences et au niveau des psychiatres qui évaluent les patients. Nous, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est présenté en CME dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est les cadres de santé, après, qui sont amenés à nous appeler pour nous proposer des dates et qu'on puisse intervenir auprès des équipes. Alors, je ne sais pas, pour répondre à une personne référente, je ne sais pas trop quoi répondre. Et nous, après, les vigilanceurs, on essaye d'être, qui est toujours au moins, alors nous, on n'est que des infirmiers à Toulouse, qui est au moins un de nous qui aille sur chaque présentation, parce que c'est très souvent les infirmiers qui remplissent les fax d'entrée pour voir un peu comment ils s'organisent, si on peut répondre à leurs questions pour la mise en place du dispositif. Et les infirmiers qui se sont rendus dans les hôpitaux partenaires, en fait, on appelle à peu près tous les mois, on appelle pour prendre un peu des nouvelles de s'il y a des difficultés pour eux, s'il y a des choses à revoir dans notre articulation entre le lieu partenaire et notre dispositif. Donc là, il y a plus ou moins des références, c'est-à-dire que si on va y retourner régulièrement dans les centres partenaires, donc s'il y a un nouvel infirmier qui est allé sur le terrain, il n'y a pas de souci pour que ce soit lui qui appelle plus tard. Mais on essaye d'être un petit peu plus, de connaître un petit peu mieux le centre partenaire. Et du coup, la région, parce que ça articule aussi d'autres dispositifs de soins. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. La question suivante provient de Véronique Delmestre, qui a eu l'occasion de travailler dans un centre d'hébergement d'urgence à Toulouse en tant que coordinatrice. Donc, elle demande, concernant les personnes ressources, en l'occurrence les travailleurs sociaux des structures, est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement déjà, d'une part, et avez-vous déjà été contacté par des structures sociales du type CHRS, maison relais ou centre d'hébergement d'urgence? Alors, nous, on n'a jamais été contactés par ce genre de structure parce que dans un premier temps, on va déjà ouvrir sur des structures médicales qui médicalisent les gestes suicidaires. Juste parce qu'en termes de quantité, c'est un début. Après, ça sera à mon avis très intéressant d'ouvrir sur des structures sociales. Je ne sais pas si à Montpellier, c'est des choses qu'ils ont. Après, au niveau de l'Occitanie-Est, donc on reste pour l'inclusion dans vigilance, c'est-à-dire pour que les patients rentrent dans vigilance, il faut qu'il y ait un passage par les urgences psychiatriques ou au moins, on reste sur ça pour qu'il y ait une évaluation psychiatrique qui soit faite. Donc ça, c'est très important et que l'ATS soit bien identifié comme tel et bien évalué. Après, le lien qui peut être fait avec effectivement les centres d'urgence sont des fois nommés en personnes ressources. Pour mon expérience, c'est surtout moi qui ai fait appel à eux quand on n'avait pas d'infos, qu'on avait besoin de savoir si le patient allait bien, s'il était là, et il y a des actions en commun pour aller toquer à la porte du patient si on n'a pas de réponse et aller partager notre inquiétude. Après, effectivement, c'est des personnes qui peuvent nous contacter si ça ne va pas, mais dans le cadre d'un patient identifié qui est dans la structure et qui a été inclus en amont de ce contact-là. Généralement, c'est au sujet d'une personne qu'on est en lien. C'est pas de manière générale. Voilà. Après, ça peut arriver que des gens nous appellent pour une question globale, mais c'est très rare. Généralement, il y a quand même un lien avec un patient de vigilance. D'accord. Et c'est possible qu'ils vous contactent pour une personne qui n'a pas été hospitalisée, justement, enfin une personne qui a fait une tentative de suicide, mais sans être hospitalisée? C'est-à-dire qu'ils ont cette question-là. Comment? Ils n'ont pas nos coordonnées. Alors, en fait, avec un peu Vas-y. Tout le monde a envie de répondre à cette question. Alors Maïté, vous allez commencer. Plus il y a de patients, plus il y a de patients inclus dans vigilance, plus la carte est dispatchée dans le territoire et donc plus des personnes vont avoir potentiellement notre numéro sans être passées par un service d'urgence. Donc effectivement, ça arrive qu'on ait des appels entrants
de personnes qui ne sont pas incluses, on essaye de limiter le plus possible parce que le dispositif vigilance fonctionne avec des données que nous, on a dans nos logiciels. C'est-à-dire qu'on a des données au sujet d'un patient, précisément, dont des personnes ressources, des professionnels de santé qui en autour d'eux, et des données au sujet du geste suicidaire, des données au niveau de l'adresse, au niveau des coordonnées téléphoniques. C'est-à-dire toutes ces données-là, on les utilise pour pouvoir s'occuper de ce patient-là et pour pouvoir l'aider. Si on a des patients, parce que ça nous arrive d'avoir des appels entrants de patients, mais on n'a aucune donnée, c'est des patients qu'à part orientés vers les urgences, on ne peut pas, on ne peut pas en soi, on n'est pas là pour faire de la thérapeutique, on est vraiment là pour aider des patients à très haut risque suicidaire. Donc à partir du moment où on est dans du très haut risque suicidaire, on a vraiment besoin d'informations précises pour pouvoir faire notre travail. Donc du coup, cette question du numéro qui traîne et d'appel, en fait, généralement, c'est des patients qu'on va guider. Évidemment, on ne leur raccroche pas au nez, on les garde un peu au téléphone et on les guide, mais on est assez limité du coup dans notre champ d'action. Oui, mais est-ce que si c'est par exemple un travailleur social qui travaille dans un CHRS, donc pas la personne concernée directement, mais qui souhaite en fait réorienter cette personne, et si cette personne est d'accord, bien sûr, est-ce qu'elle peut le faire? Non, il faut qu'il y ait, en tout cas sur notre territoire, c'est une évaluation. Donc nous, on va orienter, on va dire à cette personne-là de l'orienter vers les urgences. Donc s'il y a de réorienter, s'il y a toujours des idées suicidaires, si le travailleur est inquiet, etc. De toute façon, que ce patient soit réorienté vers les urgences. Et ensuite, tout commence au niveau du centre d'urgence. Donc ce qui est important, c'est que de toute façon, il y ait ce passage-là aux urgences, parce que nous, on ne fait que de l'évaluation téléphonique après le passage aux urgences, mais on ne peut pas travailler sans le lien avec les centres d'urgence. Donc on travaille vraiment en lien. On peut pas, l'inclusion sans une évaluation psychiatrique, sans un suivi, sans tout ça, c'est pas encore. Avec certains CMP, parce qu'il y a des psychiatres sur place qui sont pas encore mis en place. Ok. Pardon. Barbara, alors. Juste pour dire qu'en fait, normalement, les professionnels, nous, c'est essentiellement les professionnels de santé qui nous contactent. Ils contactent la cellule de coordination, c'est-à-dire que c'est des secrétaires qui répondent et qui peuvent transférer les appels aux médecins. Mais les vigilanceurs, nous, on reçoit les appels du coup on reçoit les appels des patients. Okay. Donc, logiquement, et on envoie des plaquettes avec le numéro des secrétaires aux médecins et aux personnes du réseau de soins du patient, avec les numéros des secrétaires pour qu'ils puissent les joindre. Donc, si on est travailleur social en CHRS et qu'on a quelqu'un qui fait des tentatives de suicide, la prochaine fois, vraiment, on essaie de le réorienter aux urgences au maximum pour qu'il puisse être pris en charge dans le dispositif vigilance. Donc. Ouais. Bon, voilà, et puis c'est possible aussi de dire, généralement, il sera pris en charge dans le dispositif vigilance s'il passe par les urgences et qu'il y a accès à un patient qui a beaucoup de gestes, hein, ou qui fait des gestes à répétition. Oui. Sandrine, vous vouliez réagir? Non, c'était juste pour compléter parce que c'est une question en fait qui traverse les différentes cellules de vigilance. Et donc en particulier, je sais que dans les Hauts-de-France, c'est pas arrivé non plus 150 fois, hein, ça va concerner une poignée de patients, une dizaine de patients, mais on a vu dans la liste des patients qu'on a récupéré justement pour l'évaluation, des patients qui avaient été admis directement par le médecin généraliste. Puisque je ne sais pas s'il y a eu, enfin là, Barbara vient d'en parler, mais je ne sais pas si on avait bien insisté dessus. En fait, quand un patient rentre dans le dispositif de vigilance, il y a un courrier qui est adressé à son médecin traitant ou à son psychiatre traitant s'il en a un, pour expliquer que le patient, suite à une tentative de suicide, est suivi par le dispositif vigilance et en expliquant un petit peu ce que c'est. Ce qui fait que, par exemple, dans les Hauts-de-France, où le dispositif est implanté depuis 2015, donc il y a un certain nombre de patients qui est rentré, donc ça fait un certain nombre de médecins généralistes, il y a donc un certain nombre de courriers qui ont été envoyés, etc. Et le dispositif commence à être un peu connu, et du coup, il y a eu quelques patients qui ont été inclus là-dessus. Et ça, par contre, c'est vraiment chaque cellule de vigilance qui a sa règle de conduite par rapport à
à ces appels entrants en fait qui ne passeraient pas par les urgences, et ça questionne complètement le dispositif en même temps. Parce qu'on voit bien que là, on est sur cette frontière entre… voilà, c'est quand même une question sur l'évolution du dispositif. A priori, Vigilance, dans sa conception, est vraiment dédiée aux personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide, puisqu'on s'adresse, comme je l'avais dit au tout début, à ce groupe de personnes qui ont plus à risque que d'autres de faire une tentative de suicide, puisqu'il il a déjà fait un suicide. Il est vraiment pensé au départ sur cette question-là. Mais après, c'est vrai que par la pratique, c'est ce que je disais, hein, entre les différents temps, entre la recherche, la pratique, etc., il y a des questions qui vont venir traverser le dispositif en disant est-ce qu'on le fait évoluer par là, est-ce qu'on ne le fait pas évoluer par là. Les mineurs, c'est une autre question aussi, selon que les cellules décident ou pas d'inclure tout de suite les mineurs ou pas les inclure, parce qu'effectivement, les mineurs, des fois, posent un petit peu d'autres questions dans la gestion de la prise en charge. Par exemple, nombre de cellules, effectivement, actuellement, qui accueillent des mineurs, font un appel systématique à GD-J20, y compris si le mineur est primo-suicidant, alors qu'un adulte primo-suicidant va être appelé qu'à 6 mois et n'a pas tout à fait le bénéficie exactement de la même veille. En fait, c'est toutes ces choses tout à fait pratiques auxquelles sont confrontés auquel est confronté le dispositif, qui le font évaluer et qui amène des questions un petit peu différentes sur son… Voilà, mais c'est vrai que plus le dispositif est connu, y compris par les professionnels, plus il peut être à même d'être sollicité par ces mêmes professionnels pour des patients passés par les urgences. Voilà. Et ce qui doit certainement amener d'inclure les médecins généralistes. C'est bien. J'avais une question. Alors, vous avez parlé, Sandrine, des mineurs. Donc, en fonction des cellules, en fait, ils acceptent ou pas de prendre en charge les mineurs, puisqu'il y a une particularité avec eux. Enfin, si j'ai bien compris, c'est… Alors, je vais juste vous arrêter tout de suite pour une chose, parce que c'est pas que les cellules acceptent ou pas de prendre des mineurs, il y a une double question. Il faut aussi que les services de pédopsychiatrie acceptent que les patients mineurs soient inclus dans le dispositif vigilance. D'accord. Il faut l'envisager sous les deux angles. Il faut l'envisager aussi sous l'angle, parce que dans certaines régions, c'est ce qui s'est passé. Dans un premier temps, ce sont les services d'urgence pédopsychiatrique qui ne voulaient pas que leurs patients soient inclus dans leurs patients mineurs, hein, soient inclus dans le dispositif vigilance. C'est pour ça. Donc, je me permets juste Bien sûr, oui. Est-ce que vous pourriez… Enfin, c'est parce que ça ferait doublon avec leur travail ou il y aurait une autre raison? Je ne peux pas parler à leur place, mais quand je vous ai… vous voyez bien que Vigilance a cette spécificité d'aller vers le patient. Et bon, je parle vraiment sous le contrôle de mes deux autres collègues, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, notamment en psychiatrie, une… Comment dire ? J'essaie de le dire avec, sans froisser personne, mais c'est vrai que d'habitude, on dit, bah voilà, on pose le cadre et on attend la demande du patient. C'est au patient de faire la démarche, etc. Et là, Vigilance va à l'inverse, parce que Vigilance appelle le patient. C'est pas le patient. Bien sûr, attention, les patients appellent Vigilance quand ils en ressentent le besoin. Ils sont tout à fait à même de le faire. Ça fait partie du dispositif. Mais qu'ils appellent ou pas, le dispositif va à eux, de toute façon. Et ça, c'est quand même très particulier dans le monde du soin. Dans le monde du soin, moi, je ne sais pas, je suis une femme. Imagine, une gynécologue ne m'appelle pas tous les ans pour me dire, au fait, il faut que vous veniez faire un suivi. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors que, voilà, c'est moi de la comparaison, c'est un peu peut-être trivial, mais c'est pour bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans ce qui se fait habituellement, notamment par rapport au cadre qui peut être posé en psychiatrie. Donc, au début de l'implantation de Vigilance, cette question-là, elle a pu se poser et il y a pu y avoir certaines réticences de certains services parce que c'est quelque chose d'un petit peu différent dans la relation entre le professionnel de soins et le patient, notamment par rapport à une demande dans un contexte de prise en charge psychiatrique. Très bien.
Une autre question qui provient de Madame Naja Al-Bazou, qui travaille à la plateforme Santé Précarité en hospitalisation, non, en AJD. Donc, je ne l'interprète pas AJD parce que j'allais dire hospitalisation de jour, mais ce n'est pas ça, sans doute, à Toulouse. Elle écrit « Nous approchons des personnes exilées et très régulièrement le trauma… » Alors, l'hôpital Joseph Ducoing, je pense. Comment? L'hôpital Joseph Ducoing, je pense. Ah, possible. Nous approchons donc des personnes exilées et très régulièrement le traumatisme et le parcours complexe en France peut générer des tentatives de suicide chez eux. Avez-vous une approche spécifique avec ce public? Alors, je précise, Naja a bien précisé, c'est bien l'hôpital Joseph Ducoing. Ducoing. Ah, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas de alors, en fait, on a, avec les fax qui nous sont envoyés pour que les patients puissent arriver dans le dispositif, on a les facteurs déclenchants pour les gestes suicidaires, mais on n'a pas le parcours de vie de la personne. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes dans les personnes qui sont incluses dans le dispositif. Après, une approche spécifique, il n'y a rien de particulier mis en place dans ce contexte-là, dans notre façon de fonctionner. Après, bien sûr, on peut faire des liens différents, proposer des liens avec des associations, mais après, on n'a pas de manière de procéder différente. Et puis, la logique de vigilance, c'est vraiment une logique de créer du lien, créer du réseau. Donc, en fait, on part avec, comme disait Barbara, vraiment avec les mêmes bases pour tout le monde. Donc, tout le monde a son fax avec des données très simples. Et ensuite, nous, notre job aussi, des fois, on fait des enquêtes pratiquement, où on va chercher qui on peut appeler, comment aider les patients. Donc, après, on les guide et puis on se prend au fur et à mesure en fonction de ce qu'on nous dit, en fonction de ce qu'on appelle. Par exemple, sur Occitanie, j'ai été amenée à appeler la CIMAD ou à me renseigner moi-même sur qu'est-ce qui était mis en place, qu'est-ce que je pouvais proposer. Donc, après, c'est vraiment tout ce travail de réseau, de contact. On passe énormément de coups de fil par jour et on envoie des mails et on se renseigne, qu'est-ce qui est possible, etc. Donc, c'est ce qui fait aussi que peut-être que pour les mineurs, c'était un peu réticent dans certaines régions, mais c'est ce qui fait aussi que c'est un dispositif qui est très inclusif. En fait, le seul raison d'exclusion du dispositif, c'est s'il n'y a jamais eu de geste suicidaire, mais sinon c'est très inclusif. Donc du coup, ça permet de faire quelque chose de très global. Voilà. Barbara, Sandrine, vous voulez réagir? Non, ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas de spécificité avec ces personnes-là, mais on est spécifique avec chaque personne, en fait, avec chaque demande, avec chaque moment de vie, voilà, on essaye de comprendre au mieux la problématique de la personne, de voir ce qui est déjà mis en place, de voir si on a d'autres idées qui peuvent nous venir à lui proposer, et après de faire des liens quand c'est nécessaire. D'accord. Moi, j'avais une question. Alors, il y a une autre question, mais comme en fait, on parle de public, je voulais quand même la poser maintenant. Existe-t-il une implantation du dispositif en milieu rural? Et si oui, qu'est-ce que cela change? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en milieu rural. Parce que, par exemple, nous, on savait, en dehors de Toulouse, pour l'instant, on est allé à Montauban, à Lavore, à Tarbes. Je ne sais pas si vous considérez que ce sont des grosses villes ou un milieu rural, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui passent au CHU de Toulouse et qui habitent au fin fond de la campagne. Enfin, c'est très, je ne sais pas trop comment dire, mais quand il y a une urgence, en général, on va sur le CHU le plus proche quand il y a une urgence après un geste suicidaire, et c'est pas forcément proche, très très proche du lieu d'habitation, et ça peut être des personnes issues de la ruralité et qu'on voit sur des grosses villes. Donc, je sais pas trop ce que vous voulez dire. D'accord. Et justement, vigilance qu'il y a de… nous, on est sur des territoires où des fois, on est sur des patients qui sont dans un territoire un peu reculé.
Et effectivement, Vigilance a cet atout-là, c'est qu'il appelle le patient directement chez lui et qu'il n'y a plus de problématiques de transport, de se faire amener, etc. Donc, ça permet aussi d'évaluer le patient qui a besoin de se déplacer ou qui a un problème, de le rappeler à 10 jours de sa sortie d'hospitalisation pour faire cette évaluation téléphonique et voir s'il y a et évaluer l'urgence suicidaire, est-ce que le patient est en sécurité ou pas. Et, voilà, c'est exactement ce que je répondais par rapport à la question précédente, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être la simplicité de Vigilance, le fait que ce soit des appels, le fait que ce soit des cartes postales, des choses qui sont vraiment accessibles, permet d'aller toucher une population beaucoup plus globale et de pouvoir ensuite adapter en fonction des situations. C'est vrai que sur la ruralité, c'est un peu plus compliqué de renvoyer vers des spécifiques, mais après, il y a toujours des CMP de secteur, il y a toujours des moyens de mettre en place des VSF pour qu'ils aillent au CMP. Donc, on les aide aussi à créer ce lien, à trouver des solutions auxquelles ils n'auraient pas pensé. Ou une infirmière à domicile qui passe régulièrement, la pharmacie qui délivre les médicaments, etc. Donc, après, on réfléchit avec les acteurs autour du patient pour pouvoir aider et prévenir la récidive. Voilà. Très bien. Oui, ça, juste pour compléter au niveau de l'évaluation nationale qu'on mène, on a commencé à regarder en fait d'où étaient issus les patients, hein, donc ceux qu'on a qui sont inclus de janvier 2015 au 31 décembre 2017, et en termes d'habitat, enfin, je veux dire, de lieu d'habitation et de sa question de ruralité ou quoi ne se pose pas vraiment. Enfin, je veux dire, effectivement, les gens font un geste suicidaire, ils sont conduits dans un service d'urgence ou à l'hôpital et ils sont admis dans Vigilance et le suivi est exactement le même. Et j'ai essayé de faire une pondération par taille de ville, etc. Et donc, c'est vraiment réparti de façon très large. Et donc, voilà, c'est exactement ce que disait Maïté, c'est-à-dire que la souplesse du dispositif fait que l'endroit où habite le patient ne gêne en rien son inclusion dans le dispositif et ne gêne en rien la veille dont il va bénéficier par le dispositif. Après, le seul problème, c'est s'il y a une mauvaise connexion au téléphone. D'accord. Voilà, point de réseau. Bon. Et on a les cas postales, on en a pour tout le monde. D'accord, parfait. Une dernière question de la part de Véronique Delmestre, qui a eu l'occasion de travailler dans un centre d'hébergement d'urgence à Toulouse en tant que coordinatrice. Où en est le développement du dispositif dans les autres régions de France? Alors, là-dessus, je peux répondre un petit peu. J'ai pas préparé la question, j'en suis désolée. Et en plus, on a reçu un mail hier sur le dernier état des lieux. C'est vraiment en train de... j'ai plus tout en tête, mais vous voyez, au niveau du Jura, maintenant, ça y est, ils sont en train de former leurs collègues et c'est en train de s'étendre au niveau de la région. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bon, il y a quelque chose qui est mis en place. Je sais que Limoges a ouvert. Enfin, vraiment, il y a je crois que là, il y avait même des nouvelles de PACA. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2019, il y a eu un certain nombre il y a eu très, très peu de dispositifs, de cellules qui se mettaient en place. Et en 2020, il y en avait beaucoup plus et ça a été vraiment freiné par le Covid. Enfin, exactement comme l'exemple qu'on a eu pour Toulouse, c'est assez représentatif. Et donc là, on voit que les cellules ouvrent petit à petit et vraiment, et je renverrai la liste, si vous voulez, à Aurélia qui pourra vous le transmettre à l'issue de la présentation pour vous dire où sont les régions qui sont déjà couvertes par un dispositif, même s'il est balbutiant pour l'instant, hein, qui se met en place, hein, le temps que les équipes se mettent en place, aillent rencontrer des services d'urgence, les services partenaires, hein, ça se fait pas, vous avez bien compris que c'est quand même un dispositif qui nécessite quelques semaines et quelques mois d'implantation avant d'être dans sa vitesse de croisière. Mais ça, je pourrais vous renvoyer la liste des endroits où l'implantation est faite. Je suis désolée, je n'ai pas révisé avant ce matin. Mais ça s'étend vraiment beaucoup. Maïté ou Barbara, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être juste une chose, c'est pour reprendre ce que disait Sandrine, le fait que ce ne soit pas un dispositif qui arrive du national vers les départements, mais qui vraiment naisse un peu au gré de chaque région.
là, nous, vu qu'on est en train de monter sur les petits territoires, on s'en aperçoit de plus en plus quand on rencontre les équipes. Déjà, on présente le dispositif et après, on réfléchit ensemble à comment est-ce qu'on peut prendre une place, parce qu'il y a des régions, notamment dans les Hautes-Pyrénées à Tarbes, ils avaient déjà des processus de rappel qui étaient mis en place. Donc, essayer de voir comment on peut s'articuler, ce qu'eux veulent continuer de faire, comment nous, on peut les aider avec les moyens qu'on a, réfléchir à ça. Et puis surtout, eux, ils nous donnent des bases sur les soins qui sont possibles, les soins psychiatriques, et aussi les associations et le réseau en fait qui existe sur le territoire, pour qu'on en ait quand même une connaissance, même si après on va chercher, comme dit Maïté, au fur et à mesure des besoins des patients, on se renseigne. Nous, on a quelques connaissances sur la Toulouse, mais après il y a des associations comme la SAVIM, etc., qui sont présentes dans plein de départements. Donc après, on cherche les correspondants locaux qui correspondent, mais on s'appuie beaucoup sur les centres partenaires pour qu'ils nous guident un peu sur leur territoire. Et c'est très humble quand on essaye de comprendre comment ils fonctionnent, et c'est eux qui nous apportent un maximum d'informations pour qu'on puisse être au plus près du patient, parce que justement, le maillage départemental il est important, parce que à Tarbes, ils nous a expliqué par exemple qu'il y avait 3 vallées différentes qui fonctionnaient différemment. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas du tout. C'est leur connaissance. On a besoin de leur expérience et de leur connaissance. Très bien. Mais, écoutez, merci beaucoup Sandrine, Barbara et Maïté pour cette présentation. Merci aux participants d'avoir assisté à celle-ci. Sachez que vous trouverez sur le site du DRAPS le PowerPoint et les documents dont on a pu parler au cours de cette présentation. La séance a également été enregistrée et sera disponible sous peu sur le site, et ce pendant 2 mois. Je vais vous envoyer le lien dès qu'il est en ligne, et je vais également vous envoyer un mail tout à l'heure pour vous envoyer les documents dont on a parlé et également un questionnaire d'évaluation en ligne. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.